Salut, bienvenue à tous encore. Nous continuons notre cadre de notre formation sur l'estimation des coûts de construction. Nous sommes à la vidéo 3. Et dans cette vidéo, on va voir les notions de base, les éléments essentiels, quelques théories qui est utilisées les intervenants dans l'étude des projets ou dans les travaux de construction. Et j'espère que ça va vraiment vous aider. Et je sais que je le dis pas souvent, mais juste prenez un petit temps pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos de la série qui va sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que je vous ai dit, il faut toujours être actif, donc poser des questions pour me permettre, quand je vais dans la partie questions-réponses, je puisse vous donner plus de réponses et plus de détails. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu à cette vidéo parce que ça va permettre à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo et d'encore de booster la chaîne. Alors, sans plus attendre, allons dans la vif du sujet. Alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous parlons de notions de base. Commencerons directement par les premiers points qui seront la définition. Alors, c'est quoi? On va voir la définition, la différence des outils et autre chose. Alors, c'est quoi l'estimation du coût? Par définition, l'estimation du coût et une prévision des dépenses nécessaires pour réaliser un projet de construction. En d'autres termes, on pourra dire, donc elle inclut le coût des matériaux, de la main-d'œuvre, des équipements, etc. Ça veut dire qu'en termes brefs, quand on dit estimer le coût, ça veut dire prévoir la quantité des matériaux, la quantité des matériels, la quantité, bon, pas la quantité, on peut dire le nombre, les besoins en personnel qui est nécessaire pour réaliser un travail de génie civil ou un travail d'ouvrage d'art. Alors, c'est quoi maintenant l'avant-maîtrise? Alors, l'avant-maîtrise, habilement appelé maîtrise, est l'analyse à quantité et à qualité de l'ensemble nécessaire à la réalisation d'une construction. Si je peux faire un petit parallèle entre l'avant-maîtrise et les devis, généralement, l'avant-maîtrise sont des calculs détaillés, purement mathématiques. Et les devis, c'est, comme on va voir, c'est un tableau synthétique où on va récapituler de manière brève tout ce qu'on a fait dans l'avant-maîtrise. Alors, comme je l'ai dit, les devis, c'est un fichier sous format de tableau synthétique des éléments calculés dans l'avant-maîtrise. Ça, on a déjà vu. Alors, qui sont les intervenants dans le type du projet de construction et dans toutes les phases de construction? Nous commençons par le premier intervenant qui est le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, lui, c'est la personne qui engage les travaux, c'est-à-dire celui qui désire s'acquérir d'un ouvrage. Mais il peut aussi être une personne déléguée. Ça veut dire que dans le point de vue, si on parle du point de vue, non, du point de vue qu'un monsieur a besoin d'un bâtiment, d'une maison, là c'est lui qu'on appelle le maître d'ouvrage. Mais le maître d'ouvrage aussi peut être délégué, ça veut dire que, imaginez que la Banque mondiale finance un projet, mais comme la Banque mondiale ne peut pas suivre ce projet, il va déléguer le gouvernement ou la communauté pour suivre l'évolution. Donc, à cette salle-là, la communauté ou la personne chargée devient un maître d'ouvrage par dérogation. Donc, le maître d'ouvrage, en fait, c'est la personne pour qui l'ouvrage est destiné. Ok? Voilà pourquoi même si la Banque mondiale finance, la Banque mondiale peut être comme porteur du projet, comme financière, mais c'est la personne qui bénéficie du projet, celui qu'on appelle couramment maître d'ouvrage. À part le maître d'ouvrage, nous avons le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, il est parfois le bureau d'études. Il mène des recherches sur la faisabilité ou non des besoins des maîtres d'ouvrage et peut être également l'entité exécutant le travail communément appelé entrepreneur. Alors, ici, je vais essayer un peu de clarifier les choses. Et, si pour des projets complexes, nous ne pouvons pas avoir les mêmes maîtres d'ouvrage ne peuvent pas jouer le même rôle. On va avoir la même entité qui a fait l'étude de projet et la même entité qui va les exécuter. Non. Pour des grands projets, des projets complexes, on aura un bureau qui sera spécialisé uniquement pour l'étude et l'autre qui sera spécialisé pour la construction. Et ces deux entités vont marcher en synergie, vont travailler en synergie
pour effectuer un travail de qualité. Mais le maître d'ouvrage, comme je l'ai dit, peut être un bureau d'études ou l'entité qui exécute les travaux. Alors, à part le maître d'œuvre, nous avons l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, c'est l'entité ou la personne chargée d'exécuter les travaux. Tu vois? Donc, le maître d'œuvre peut être aussi l'entrepreneur. C'est un peu, c'est juste des termes, il faut essayer de comprendre. Et là, le maître d'œuvre est entrepreneur quand il exécute. Et on dit maître d'œuvre parce que c'est lui qui est plus en contact avec le maître d'ouvrage. Donc, l'entité ou la personne chargée d'exécuter les travaux, elle peut faire appel à un fournisseur ou peut être un. Donc, l'entrepreneur, par contre, l'entrepreneur de façon brève, veut dire que c'est quelqu'un qui va exécuter l'ouvrage. Lui, il ne fait pas l'étude. Vraiment, c'est rare. Quand on dit entrepreneur, on parle on dit maître d'ouvrage. Quand on dit entrepreneur, on dit maître d'ouvrage exécutant. Ok? C'est lui qui va exécuter. Donc, il peut faire appel à des fournisseurs pour avoir tout ce qui est matériaux, ou il peut être un fournisseur lui-même pour lui-même se fournir les matériaux et exécuter les matériaux. Et là, il n'y a pas de problème. À condition qu'il respecte les cahiers de charges et que les matériaux fournis sont de qualité. Les matériaux fournis sont de qualité. À part l'entrepreneur, nous avons le sous-traitant. Donc, le sous-traitant, c'est la partie tierce intervenante sur un point spécifique suite à une invitation de l'entrepreneur via un accord spécifique entre les deux parties. Parce que vous pouvez avoir une grande société qui a plusieurs projets. Et dans ce projet-là, il y a des petits bureaux de construction qui vont venir solliciter d'être la sous-traitance. Ça veut dire qu'il peut imaginer que vous avez besoin de construire un bâtiment. Vous avez tout l'aspect construction. Il y a une entreprise qui va dire qu'ils sont qui est spécialisée peut-être dans l'enduisage. Donc, vous pouvez signer un contrat, vous pouvez l'inviter pour dire que nous on construit et on va finir tout le reste. Mais quand on va arriver à la partie enduit, tu vas t'en charger. Donc, vous sous-traitez les travaux. Mais c'est là, quand vous le faites, il faut vraiment avoir pris le soin de sélectionner une entreprise compétente pour ne pas avoir des problèmes. Parce que si l'entreprise que vous avez sous-traité une partie du travail et qu'elle ne répond pas aux exigences, la faute va vous tomber dessus. On ne va pas voir l'entreprise qui a été sous-traitée, mais qui a sous-traité, mais on va voir l'entreprise, le maître d'œuvre, l'entrepreneur qui exécute cela. Alors, après cela, nous avons l'équipe ouvrière, donc toutes les personnes pour parler lesquelles les différents travaux sont exécutés. On peut avoir les maçons LRN, les électriciens, les ferrailleurs, le charpentier, le coffret, l'environnementaliste, etc., etc. Nous avons... C'est quoi la différence maintenant entre l'avant-maîtrise? Je vous ai dit que dans la définition de l'avant-maîtrise, on appelle ça abusivement maîtrise. Mais c'est quoi concrètement l'avant-maîtrise et c'est quoi concrètement le maîtrise? Et il y a tous l'objectif de calculer en détail les éléments nécessaires pour la construction des ouvrages. L'avant-maîtrise consiste à quantifier les besoins des matériaux via des plans techniques ou architecturaux, tandis que les maîtrises consistent à quantifier les besoins à partir des relevés d'ouvrages existants. Ça veut dire que quand vous avez un projet étudié, imaginé, conçu, sur papier et sur un support, et que vous estimez combien ces petits croquis dessins ou cette conception que vous avez fait peut coûter, c'est ce qu'on appelle l'avant-maîtrise, parce que vous utilisez les mesures, les éléments qui sont sur papier. Mais tandis que vous avez besoin de reprendre, il y a un bâtiment, un ouvrage qui est déjà érigé et que vous avez besoin de reprendre, de construire le même type d'ouvrage ailleurs, vous venez prélever les dimensions sur le terrain, estimer les différents éléments qui composent l'ouvrage et essayer de dégager un coût. C'est ce qu'on va appeler le maître. Ça veut dire que le maître, on fait quand un ouvrage qui est physique, qui est en place, et l'avant-maîtrise, on fait pour des choses qui sont encore en conception, c'est un papier ou c'est un support digital. Alors, c'est quoi le rôle de l'estimateur? L'estimateur analyse les plans ou l'ouvrage pour quantifier les travaux et évaluer le coût. Il doit être précis pour éviter les dépassements des budgets passés. Dans notre métier, dans le métier de l'ingénierie, c'est mieux travailler, mieux faire avec peu de moyens. Donc, on essaie toujours de mieux faire avec moins de coûts possible. Alors, c'est quoi les prérequis pour être un bon estimateur?
Pour être bon estimateur, il y a beaucoup de disciplines qu'il faut connaître. Mais les plus importants, soit tu dois être assez bon en mathématiques, vous devez être assez bon en connaissance des matériaux et à résistance des matériaux. Parce qu'en connaissant les matériaux, vous saurez pourquoi vous utilisez, vous avez préféré tel type de matériaux par rapport à l'autre, pourquoi vous avez choisi tel type de dosage par rapport à l'autre. Là, ça sera comment, pourquoi vous avez utilisé tel type de dalle, telle épaisseur, telle dimension, donc pour essayer d'équilibrer l'ouvrage. Et vous devez connaître les mathématiques parce que la vanmétrie ou les métries sont des calculs, donc vous devez être bon en maths. Donc je vous dis merci. Je pense que nous avons arrivé à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai essayé un peu de balayer tous les points nécessaires à ce que vous pouvez connaître sur la vanmétrie. Si vous avez encore besoin de lire, de connaître les choses, dans la description vous allez trouver les liens qui vont vous donner accès à un lien à un fichier PDF qui donne encore récapitule tout ce qu'on a vu aujourd'hui et donne encore plus de détails possibles pour vous permettre encore de mieux comprendre les choses. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que cette formation va encore vous aider. Et si vous ne voulez pas rater les futures vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, à aimer la vidéo, à partager autour de vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou venez rejoindre notre groupe WhatsApp et écrivez-moi sur Insta pour qu'on puisse encore développer. Mais le mieux, ce sera d'écrire dans les commentaires pour permettre à tout le monde de réagir et de vous donner encore des outils appropriés. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Sagesse. Portez-vous bien.